Bonjour à tous, ici Éric Nicolier et bienvenue dans un nouvel épisode de Passion Immo. Passion Immo, c'est le podcast pour partager ensemble des informations pour vous aider à mieux pratiquer votre métier, donner la parole à des femmes et des hommes qui travaillent dans l'immobilier et vous communiquer les dernières tendances de la presse. Mon objectif, c'est de partager avec vous des réussites, des expériences, des infos et des idées pour que vous deveniez encore meilleur dans votre pratique professionnelle. Comme vous le savez peut-être déjà, j'anime pas mal de formations auprès d'agents immobiliers tout au long de l'année, alors qu'ils sont des formations à dimension plutôt juridique et fiscale. Mais bon, évidemment, on parle des diagnostics immobiliers et j'entends souvent de la part des professionnels que ces diagnostics sont une plaie. Alors, tout le monde ne le dit pas, mais je l'entends quand même suffisamment pour que mon esprit soit un petit peu averti sur cette question. Voilà. Alors, les diagnostics, ils surchargeraient le travail des uns et des autres. Les vendeurs, ça les fait suer, pour dire les choses franchement, quand il faut les réaliser. On me dit parfois qu'ils ne sont pas fiables. Et pire encore, que les clients, c'est-à-dire en l'occurrence les acquéreurs, ne les lisent pas. Donc, beaucoup de critiques quand même. Alors, plutôt que de critiquer, le but de cet épisode n'est pas de décortiquer l'intérêt sur le plan juridique des diagnostics, ce dont je suis totalement convaincu. Ça viendra peut-être dans un épisode qui viendra d'ici quelques semaines. Il ne faut pas oublier une chose quand même, c'est que les diagnostics permettent de communiquer une information extrêmement précise sur le bien à vendre ou à louer. En fait, ils sont devenus un gage de transparence entre le vendeur et l'acheteur. On ne peut pas leur enlever ça. Alors, plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on le dit parfois, il vaut mieux reconnaître qu'il serait difficile, je crois, de revenir totalement en arrière sur ce plan et d'avoir aujourd'hui des transactions, je pense notamment aux transactions, qui se feraient sans voire avec très peu de diagnostics. Alors, il y a une longue histoire derrière tout ça. Le premier diagnostic, il date de 1996. C'est la fameuse loi Carrez qui oblige à fournir un diagnostic de la surface de tout bien vendu en copropriété. Ça a été le premier d'une longue série. C'est souvent ce qui est critiqué, c'est-à-dire de cette espèce de millefeuille que l'on a créé au fil du temps avec beaucoup de diagnostics. Alors 10 ans plus tard, en 2006, je vais citer que celui-là dans ma présentation, on a le DPE, diagnostic de performance énergétique, qui est devenu lui aussi obligatoire. Alors pourquoi j'attache un peu d'importance sur ce DPE ? Parce que récemment, avec les objectifs de lutte contre le dérèglement climatique, la sensibilisation, qui à mon avis n'en est qu'à ses débuts concernant les passoires énergétiques, on parle de plus en plus d'un DPE comme un outil qui pourrait être assez contraignant, puisqu'on a même évoqué l'idée qu'un logement trop énergivore ne pourrait plus être loué par son propriétaire. Ou alors, il passe par la case travaux avant d'être en capacité de le louer. Alors, on n'en est pas là, remettons les choses en place, mais on en parle quand même beaucoup. Alors, pour faire le point sur toutes ces questions, j'ai souhaité vous faire profiter d'échanges avec Fanny Berthet, qui est présidente d'Abyss Expertise Bourgogne. C'est un groupe qui réalise des diagnostics immobiliers dans l'Ain, le Jura, la Savoie, la Haute-Savoie et la Suisse. À sa tête aujourd'hui donc Fanny Berthet, jeune ingénieure installée en Bourgogne depuis maintenant 6 ans. Bonjour Fanny. Bonjour. Bien. Alors, je suis très content de vous accueillir en fait aujourd'hui, puisqu'on va très bien. On va parler de diagnostic immobilier principalement. Voilà.
Alors, est-ce que vous pourriez, bon, c'est ma question traditionnelle quand j'ai des invités, est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors, donc, je m'appelle Fanny Berthet. Je suis présidente de la SASU Abyss Expertise Bourgogne, donc qui exerce les diagnostics immobiliers dans toute la Côte d'Or et toute la Saône-et-Loire depuis maintenant un petit peu plus d'1 an, et qui est donc une des filiales du groupe Abyss Expertise, qui est géré par mon père et qui aujourd'hui fait des diagnostics pour la région Rhône-Alpes et la Suisse. D'accord. Et Abyss Expertise, le groupe existe depuis combien de temps? Depuis beaucoup plus longtemps? Un peu plus de 16 ans, ouais. D'accord. Mon papa s'est vraiment installé au moment en fait où les premiers diagnostics C'est ça? immobiliers sont arrivés en fait. Ouais. Voilà. D'accord. Bon. Alors, on va essayer en fait d'échanger sur tout ça pour faire connaître un petit peu mieux l'activité de diagnostiqueur, bon, qui je pense est connue en grande partie du grand public, mais moi je trouve pas tant que ça en fin de compte. Et non. Voilà. Ouais. Malheureusement, c'est vrai que c'est un métier aujourd'hui où tant qu'on n'a pas au moins vendu ou acheté une fois une maison, on n'est jamais trop au courant qu'il faut faire des diagnostics immobiliers. Comme je dis souvent, on est la petite surprise au niveau de la vente. Oui, alors certains vendeurs trouvent que la surprise n'est pas bonne. Malheureusement, voilà. Par contre, c'est vrai qu'on n'est pas toujours bien accueillis. Voilà. Bon. Ouais, non, c'est vrai que c'est un métier aujourd'hui qui est très peu connu et qui pourtant est super important parce que ça permet en fait de faire un état des lieux d'une maison, que ça soit au niveau sécuritaire, au niveau énergétique. Et c'est quand même important, moi je pense aujourd'hui au niveau des acquéreurs, de savoir un peu tout simplement ce qu'ils achètent, quoi. Ouais. Le gros but du diagnostic immobilier, c'est quand même ça. Et malheureusement, oui, c'est très peu connu, quoi. Bien. Alors justement, on va démarrer tranquillement. Si aujourd'hui on fait le point sur l'ensemble des diagnostics qui accompagnent une vente, qu'est-ce qu'on a? Alors sans rentrer dans l'approfondissement de chacun des diagnostics, parce qu'on y passerait plusieurs heures, mais voilà, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui quand on est vendeur d'un bien immobilier? Qu'est-ce qu'on doit réaliser comme diagnostic? Alors, le diagnostic le plus important pour moi aujourd'hui, c'est le DPE, donc diagnostic de performance énergétique. C'est les petites échelles qu'on trouve aujourd'hui sur toutes les annonces pour la vente ou pour la location d'un bien immobilier. Et donc, c'est ce qui va démontrer en fait les performances énergétiques d'un logement. Et donc, c'est déperdition. C'est là qu'on va savoir si un logement est énergivore ou pas et donner un peu une idée du coût au niveau énergétique qu'un bien immobilier va avoir par an. Et ce document, il est très important parce que normalement, alors c'est en train d'être appliqué, mais ça l'est pas complètement, il le faut obligatoirement pour la mise en vente ou la mise en location d'un bien. Et c'est encore pas toujours réellement fait aujourd'hui, quoi. Et puis en plus, je crois qu'il va évoluer à partir du début de l'année prochaine. Voilà, c'est ça. C'est ça, parce qu'il y avait, alors je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais on avait 2 méthodes aujourd'hui. Et c'est vrai que pour les vieux bâtiments, donc tout ce qui était avant 1949, on faisait une méthode sur facture parce que les logiciels n'étaient pas trop capables de calculer les déperditions énergétiques pour les murs en pierre, les choses comme ça. Sauf que vu qu'on prenait les factures des occupants, c'était pas très significatif parce que quelqu'un qui était tout simplement très frileux pouvait sortir un logement en G, alors que la même personne vivant dans le logement avec une température un peu plus basse pouvait sortir un logement en D, quoi. Donc c'était pas très très significatif. Donc ils sont en train de remettre tout ça en place, et ce qui fait en même temps que le DPE pourra être attaquable à partir de 2021. Oui, alors donc justement, ça je voudrais de toute façon j'avais une question à ce sujet-là, on en reparlera un petit peu après. Bon, donc ça c'est le premier, le DPE. Voilà, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on a le diagnostic plomb. Donc ça, c'est pour détecter toute la teneur en plomb qu'il y a au niveau des peintures. Donc pour tout ce qui est murs, portes, fenêtres. Et donc ça, c'est pour tous les logements qui datent d'avant 1949. Donc là, on a une machine et puis on passe en revue les murs, les fenêtres, les portes, tout ce qui contient de la peinture pour regarder si celles-ci, elles contiennent du plomb ou pas. À titre indicatif, bien sûr, pour l'acquéreur, sauf dans le cas où les revêtements sont extrêmement dégradés, où là, le propriétaire a l'obligation de les enlever avant la vente du bien. Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que un diagnostic qui détecterait du plomb n'interdit pas la vente du bien.
Non, non, Voilà. c'est juste, dans tous les cas, ça n'interdit pas. Le seul moment où ça peut être un petit peu bloquant, c'est si on a des revêtements qui sont très dégradés, qui peuvent engendrer une ingestion ou une contamination au plomb, où là, le propriétaire a l'obligation, par contre, de réparer, entre guillemets, Hum. ces états avant la vente du bien. Et Et donc ce diagnostic, ça je le précise aussi parce qu'il y en a beaucoup qui l'oublient, mais c'est aussi obligatoire pour la location. ouais, Tous les diagnostics obligatoires pour la vente sont aussi obligatoires pour la location. ouais, tout à fait. Et Voilà. alors, bah moi j'ai une petite question par rapport au diagnostic du plomb, puisqu'en fait Oui. sur les constructions d'avant 1949, est-ce qu'on en détecte aujourd'hui encore beaucoup du plomb ou est-ce que c'est très marginal? Non, moi je sais que j'en découvre encore beaucoup D'accord. parce que la plupart du temps, en fait, ça a été recouvert. Les machines aujourd'hui qu'on a pour détecter le plomb détectent jusqu'à 50 couches de peinture. Donc le plus souvent, c'est des couches anciennes qui se retrouvent sous 4-5 couches de peinture saine. Et donc, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'y toucher. Donc, on va toujours le retrouver, mais avec vraiment aucun souci pour la santé des occupants. D'accord. Donc, non, on en retrouve encore énormément. Ouais. Oui, ce qui fait qu'on va être éventuellement capable de détecter du plomb sans, j'imagine, que l'actuel occupant ne le sache. Voilà, c'est ça. Hein, On est capable de le détecter carrément sous un papier peint ou bon, ouais. pas sous du placo. Sous du placo, ça fait trop épais, mais au moins sous du papier peint, ouais. D'accord. Alors, voilà. donc le DPE, le plomb, ensuite. Oui. Ensuite, on a le diagnostic amiante. Mmh. Donc ça, pareil, qui fait partie des principaux diagnostics. Donc ça, c'est pour tous les logements qui ont été construits avant le 1er juillet 1997. Et pareil, alors l'amiante, c'est encore un petit peu plus compliqué parce que c'est obligatoire pour la vente, pour la location et pour tout ce qui est avant travaux et avant démolition. Donc dans le cas de la vente et de la location, c'est à peu près le même style de diagnostic que le reste. Donc on vient dans le logement, on regarde un peu. Ça, c'est vraiment de la connaissance personnelle lors de nos formations. Et puis par contre, dans le cas avant travaux, avant démolition, là, il faut qu'on prenne des échantillons. De l'amiante, on en trouve en fait un petit peu de partout sans le savoir. Il y en a dans les cols de carrelage, il y en a dans les mastiques de fenêtres. Donc forcément, lors de la vente d'un bien, moi je ne peux pas venir et puis casser des morceaux de carrelage de partout pour prendre des échantillons et les envoyer. Ouais. Voilà. Donc dans la logique, normalement, au moment de la vente d'un bien et de la location, on fait un diagnostic vraiment visuel. Et puis par contre, après, derrière, quand normalement, après, on fait des rénovations, par exemple, sur une maison, il faudrait nous faire revenir et puis là, qu'on fasse un amiante avant travaux. Mais ça, c'est encore très, très peu fait. Aujourd'hui, les professionnels commencent à s'y mettre, mais c'est un diagnostic qui est très, très peu connu et qu'on fait encore trop peu. D'accord. Là, c'est pareil. Je vends un bien, on détecte de l'amiante, ça ne va pas interdire sa vente. Non. Ça, l'amiante, c'est toujours un mot qui fait très peur. Mais c'est ça, voilà, c'est pour ça que je pose la question. Le plus souvent, c'est en très bon état. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps, tant que le matériel n'est pas abîmé et qu'il n'y a pas émission de poussière, il n'y a aucun souci pour la santé des occupants. Donc c'est quelque chose, le plus souvent, plutôt que de s'embêter à y enlever, à y désamianter, si c'est en bon état, vaut mieux pas y toucher. Vaut mieux pas y toucher et puis laisser tel quel le temps de. Alors, à l'inverse, je fais une petite coupure dans notre énumération. Je suis acquéreur et on me dit « Ah, mais oui, il y a de l'amiante dans le bien que que je vais acheter. » Est-ce que ça n'effraie pas l'acquéreur ? En fait, on a une évaluation de l'état de conservation à faire quand on trouve des matériaux qui contiennent de l'amiante. Et ça permet en fait à l'acquéreur et en même temps au vendeur de voir qui normalement doit devenir de ce matériau en amiante. Donc on a l'évaluation périodique où là normalement il faut faire une évaluation tous les 3 ans de l'état du matériau. Et sinon après on peut demander, si vraiment on voit tout de suite que le matériau est en mauvais état, on peut demander à le faire enlever pour la sécurité des occupants. D'accord. Donc en fait, il suffit à l'acquéreur de lire le rapport de diagnostic qu'on a fait et ça lui permet déjà de voir du devenir de ces matériaux-là. Alors, DPE, plomb, amiante, le 4e ? Alors on va en faire 2 en même temps là, c'est l'électricité et le gaz, qui se ressemblent énormément. Donc c'est pour toutes les installations qui datent de plus de 15 ans.
Et donc, tout simplement, là, on vient vérifier. Là, c'est vraiment de la sécurité pure et brute. On vérifie au niveau de l'électricité qu'il n'y ait pas de risque d'électrocution, qu'il n'y ait pas de risque d'incendie. Et puis le gaz, qu'il n'y ait pas de risque d'émission de monoxyde de carbone, qu'il n'y ait pas de risque d'émission de gaz. Et voilà, ça, c'est vraiment les deux diagnostics de sécurité pure et brute, quoi. Ouais. Alors, donc, ça, c'est pareil. Excusez-moi. Non. Et on trouve vraiment pas d'anomalie. C'est souvent qu'il y a des anomalies et ça c'est pareil, ça reste à titre indicatif pour l'acquéreur derrière pour qu'il ait connaissance de ce qu'il va acheter et ensuite si ça l'intéresse de remettre aux normes, pas remettre aux normes, etc. Oui, parce que c'est toujours pareil, c'est-à-dire si on achète un bien immobilier dont l'installation électrique date d'il y a 40 ans, ça n'entraîne aucune obligation. Non. Hein ? Voilà, on est d'accord là-dessus. Bon, j'insiste. Ouais. Voilà, ouais. Mais il faut, parce que c'est vrai que ça c'est pareil, quand on voit des logements avec 5-6 anomalies, ça peut très vite faire peur aux acquéreurs, alors que plus souvent c'est juste une remise aux normes, alors que l'installation électrique marche très bien, quoi. D'accord. La norme est très poussée aujourd'hui à ce niveau-là, ce qui fait que maintenant on arrive même des fois un peu dans des excès de zèle niveau sécurité, donc c'est vrai qu'il y a certaines anomalies qui sont vraiment poussées, quoi. Vous voulez dire trop, presque ? Voilà, presque. Ouais, des fois presque. Ouais. Alors, après l'électricité et le gaz, qu'est-ce qu'on a ? Après, il nous reste la loi Carrez. D'accord. Donc ça, c'est un mesurage en fait précis, pièce par pièce. Ouais. C'est là où on enlève les fameux 1,80 m ou ce qui est dessous ne compte pas. Donc ça, c'est pour tous les logements qui sont en copropriété. Ouais. Et je dis bien tous les logements parce que là, moi, je me suis déjà fait avoir 1 ou 2 fois à faire des maisons. Et au final, le notaire m'a rappelé après pour me dire que c'était en copropriété. Il a fallu que je me redéplace pour faire une loi Carrez. Donc ça, c'est quelque chose, c'est important. Et ça, je le dis beaucoup aux propriétaires lorsqu'ils mettent en vente, même si c'est une maison, de vérifier sur l'acte de propriété si la maison n'est pas en copropriété. Oui, ce qui peut effectivement arriver de temps en temps, même si c'est pas très fréquent comme situation. Non, oui, ça peut arriver quand même. Mais voilà, puis ça fait qu'au final, on est obligé de se redéplacer, quoi. Donc c'est dommage. Bien. Alors là, on a fait le tour. Voilà, le tour des diagnostics obligatoires. Ouais. Alors, moi, ma première question, j'ai des questions qui sont un petit peu l'émanation de ce que j'entends parfois. On entend de temps en temps dire ouais, mais des diagnostics maintenant, il y en a trop, et donc quand on les transmet en fait à l'acquéreur, il se retrouve avec une masse de documents et il ne les lit pas. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affirmation qu'on entend quand même ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, qui les lisent pas. Ouais. Parce qu'effectivement, alors qu'il y ait trop de diagnostics, moi je suis pas d'accord, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est vraiment pour la sécurité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important pour les acquéreurs de savoir ce qu'ils achètent. Donc, en soi, les diagnostics, qu'il y en ait trop, je pense pas. Mais par contre, c'est vrai qu'on a du mal à réduire un peu la taille de nos rapports parce qu'on nous oblige à mettre beaucoup de textes réglementaires. C'est vrai que c'est assez technique et c'est vrai que c'est pas toujours lisible pour des personnes qui sont pas là-dedans. C'est ça que je trouve un peu dommage. Après, moi, ce que je fais beaucoup, et ça, je le dis toujours aux vendeurs, je le dis toujours aux locataires, c'est que moi, je le fais très souvent, c'est-à-dire que quand j'ai des acquéreurs qui m'appellent, qui comprennent pas trop quoi que ce soit, on décrypte les rapports ensemble, en fait. Moi, je le fais beaucoup. Et donc, ils me parlent de certaines anomalies où ils comprennent pas totalement où est-ce qu'il y a de l'amiante, etc. Puis on redécrypte un peu tout ensemble. Moi, j'essaye comme ça de vulgariser un petit peu de façon à ce qu'ils comprennent parce que c'est vrai qu'après, on se retrouve dans des cas où on a par exemple des portes avec de la peinture au plomb. Les acquéreurs, ils font pas attention, puis ils poncent les portes et puis ils s'intoxiquent. Voilà, c'est quand même important, sans dire de lire dans le détail les textes de loi qu'il y a dedans, etc. C'est toujours bien de s'informer un minimum de ce qu'il y a dans la maison, parce que ça reste de la sécurité pure et brute, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il arrive que, par exemple, l'acquéreur s'appuie sur les diagnostics pour éventuellement demander une baisse du prix au vendeur, et le vendeur qui l'a un peu mauvaise, parce qu'en définitive, il a payé les diagnostics ?
Alors, moi, ça, je suis pas trop au courant. J'avoue que Ouais, je suis assez d'accord. extérieure à ça parce qu'après, tout ce qui est au niveau de prix de maison, etc., c'est plus moi qui gère. On est d'accord, bah oui, tout à fait. Voilà, Ouais. voilà, c'est ça. Mais moi, je sais que dans la logique, je le dis toujours aux vendeurs. Alors bon, forcément, quand l'électricité est tout à refaire ou quoi que ce soit, ça peut faire baisser le prix d'une maison. Mais il faut pas que ça soit pris, par exemple, s'il y a du plomb, s'il y a de l'amiante, alors sauf, pareil, si l'amiante, faut l'enlever, qu'il y a des frais de désamiantage ou quoi que ce soit. Mais tant que le diagnostic ne montre pas qu'il y a des frais à engendrer au niveau de l'acquéreur, normalement, faut pas que ça fasse baisser le prix de la maison. Oui. Par exemple, si vous avez à l'extérieur un garage avec des tôles en fibrociment qui sont en très bon état, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un tout petit peu d'amiante dedans qu'il faut baisser la maison, baisser le prix de la maison ou quoi que ce soit, quoi. Ouais. Pareil, alors, une chose que j'entends parfois de la part d'agents immobiliers, alors peut-être qu'ils exagèrent, je sais pas, mais vous allez me dire. Moi, j'ai l'impression que le DPE, c'est un truc qui les énerve. qui les énerve un peu. Et donc, parfois, on me dit, oui, mais le DPE, c'est pas fiable. Alors, vous allez répondre, hein, ça, c'est pas fiable. On confie à un diagnostiqueur, il va nous trouver telle classification. On confie à un autre, il va sortir autre chose. Donc, ça veut pas dire grand-chose et c'est un diagnostic qui nous énerve. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affirmation ? Alors, le DPE, c'est déjà ce que je vous disais pour les vieilles maisons, c'est compliqué parce que vu que ça dépend des consommations de l'occupant, effectivement, c'est pas trop représentatif de la performance d'un logement. Mais bon, ça fait longtemps qu'on le dit et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en train de refaire une nouvelle version. Après, ça dépend du travail de chaque diagnostiqueur, quoi. Parce que forcément, aujourd'hui, un DPE, on le fait en fonction d'épaisseur d'isolant, en fonction de matériaux. Faut avoir le DPE, c'est peut-être le diagnostic qui est le plus technique qu'on a à faire aujourd'hui et où il faut le plus de connaissances dans le bâtiment. Et c'est vrai que ça engendre qu'il faut que le propriétaire connaisse un minimum sa maison. Il faut qu'on aille dans des endroits, dans les greniers, dans les caves, dans des endroits pas toujours sympathiques. Et bon, moi, après, j'incrimine le travail de personnes, mais c'est vrai que après, il y a des diagnostiqueurs qui sont plus ou moins investis là-dedans, quoi. Et donc, forcément, en fonction de comment il a été fait, les notes sortent pas toujours pareilles, quoi. D'accord. Sortent pas pareil. Après, normalement, un diagnostic bien fait, il sort la note qui est répercutée par le logement. Après, moi, c'est ce que je dis toujours, le problème, c'est qu'on se réfère énormément à la note, alors qu'on devrait se référer à la mention qu'il y a en dessous qui parle du prix. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est ça qui est le plus important pour un acquéreur. C'est pas de se dire ma maison, elle sort en B ou elle sort en F. C'est de se dire, je sais à l'avance que pour l'instant, énergiquement, je vais dépenser 500 € par an ou je vais dépenser 3000 € par an. Pour moi, aujourd'hui, elle est là, la notion importante. Et ça dépend beaucoup du combustible utilisé. Et ça, c'est pas assez mis en avant. C'est pas assez mis en avant. Parce que, par exemple, une maison qui va sortir aujourd'hui une chaudière fuel. Le fuel, on a vu les prix dégringoler vu que toutes les chaudières ont été changées. Donc, une maison au fuel, elle va sortir en F. Mais peut-être qu'au final, vous allez dépenser que 1000 € par an. Alors aujourd'hui, une maison avec une nouvelle chaudière à condensation au gaz, elle va peut-être sortir en C, mais vous allez peut-être dépenser 2500 € par an. Donc la note aujourd'hui est pas assez répercutée par rapport au coût final que ça engendre. D'accord, ouais. Et aujourd'hui, on parle trop de la note et pas assez du coût. Ouais. Alors, et je pense qu'aujourd'hui, la notion, elle est le souci est là, quoi. Ouais. Le souci est là avec le DPE. Alors, moi, je vous suis complètement, mais c'est vrai que l'acquéreur, en général, lui, il est un peu focalisé sur la note. Oui, mais parce que depuis le début, et c'est vrai que quand on regarde la première page du DPE, on voit jamais le prix, on voit toujours la note. Mais je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, justement. Et on en parle beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de forums avec l'ADEME pour mettre à jour justement ce nouveau DPE. Et logiquement, voilà, on devrait avoir un nouveau système de notation aussi pour essayer d'être plus en cohérence avec ces notions de prix, justement. Ouais. Alors, justement, on va rester un petit peu sur le DPE. Le DPE, jusqu'à maintenant, c'était quelque chose d'exclusivement informatif, donc qui n'entraînait aucune conséquence, en fait. Voilà. À partir du 1er janvier 2021, la donne change. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots sur ce qui va changer concernant le DPE qui va devenir opposable, en fait ? Alors, on n'a pas encore été énormément informé là-dessus.
Oui, tout à fait, hein, Mais les choses sont voilà, pas mais de ce encore... que je Ouais. peux vous dire, voilà, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, comme un rapport amiante, un rapport Carrez aujourd'hui peut être attaquable, Mm. le DPE va devenir attaquable. Donc c'est-à-dire que si par exemple, je vais parler en euros plutôt qu'en notes, si par exemple, moi je vais le faire le DPE dans une maison et je trouve un coût à l'année de 2500 euros, ce qui fait une note par exemple en S, et que je demande pas au client ce qu'il dépense, etc., je lui envoie le DPE comme ça. Et que le client est pas d'accord parce que lui se rend compte qu'il dépense que 1500 euros à l'année, et ben tout simplement, il peut attaquer l'entreprise de diagnostic comme quoi le document fourni n'est pas le bon, n'est pas bon et donc peut engendrer une perte financière au niveau de la vente de sa maison, au niveau de la location. Parce qu'en plus de ça, il y a un nouveau décret aussi qui est passé pour les locations, qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, tous les logements loués qui sortent en G au niveau d'un DPE rendent le locataire non éligible à payer son loyer. Oui. Mm. Voilà. Et donc aujourd'hui, ça peut engendrer des impacts financiers qui fait que le donneur d'ordre du DPE pourra attaquer l'entreprise de diagnostic si vraiment il n'est pas d'accord avec son DPE et s'il a fait venir une autre société et que l'autre société est plus en accord, etc. Un peu aujourd'hui comme on le voit pour une amiante ou pour une Carrez. Mm. À votre Donc, avis, il n'est pas forcément rigolo pour nous. ouais, justement, Mais voilà. ce changement, vous pensez qu'il va avoir quelles conséquences en fait, peut-être sur Moi, l'exercice? Ouais. sincèrement, je pense que ça va être un vrai bazar. D'accord, carrément. Vraiment, Ouais. parce qu'on voit déjà aujourd'hui que les DPE, en fait, les DPE, c'est extrêmement aléatoire parce que ça dépend quand même beaucoup des informations qui nous sont données. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple tout bête. Si le propriétaire qui a construit sa maison, il me dit qu'il y a 10 cm d'isolant dans le mur, moi, je vais pas percer un trou dans le mur pour vérifier qu'il y a 10 cm, je vais le croire. Mm. Sauf que derrière, si au final, il m'attaque parce qu'il n'y avait pas 10, mais il y avait 12, j'ai un peu du mal à voir comment ça va se passer. Parce que oui, aujourd'hui, le DPE demande énormément d'informations qui sont pas toujours vérifiables. Donc, on fait aussi en fonction de un peu de ce que les gens nous disent. Et oui, moi, j'ai peur que ça soit le gros bazar, oui. J'ai peur que ça soit le gros bazar et que tous les gens qui sont pas contents de leurs notes puissent contester un DPE, quoi. Mm. C'est ça qui me fait un petit peu peur aujourd'hui. D'accord. Bon. Est-ce qu'on a d'autres diagnostics qui se profileraient dans les années qui viennent? Est-ce qu'il y a des changements, enfin pas des changements, mais plutôt des ajouts qui sont envisagés ou pas? Pour l'instant, moi, j'en ai pas trop entendu parler. Il y a le fameux diagnostic bruit qui est passé avec Oui, l'état des risques naturels et technologiques, là. tout à fait. Ouais. Mais en soi, des nouveaux diagnostics bruts, non. J'en ai pas entendu parler, plus que ça. Mm. Je sais que normalement, il y a une réforme qui devrait pas tarder de passer au niveau de tout ce qui est assainissement. Mm. Qu'aujourd'hui, nous, on n'est déjà plus trop autorisé à faire, sauf si on a une accréditation au SPANC. Mais non, sinon, en termes de diagnostic, non. J'ai pas eu écho de nouveaux diagnostics qui devraient arriver, non. Mm, d'accord. Et puis, pour terminer, j'aimerais bien avoir votre appréciation sur la manière dont le métier a évolué. Alors, c'est d'autant plus intéressant que votre père est dans le métier depuis longtemps, que sans doute vous avez à travers lui un regard sur tout ça. L'impression qu'on a eue et qui, à mon avis, a pas joué nécessairement dans l'image des diagnostiqueurs, c'est qu'on a le sentiment, mais après, voilà, c'est mon impression à moi, vous avez le droit de me contredire, c'est qu'au début, quand on a commencé à installer les diagnostics, on a l'impression que beaucoup de personnes se sont ruées sur l'activité sans toujours des conditions de sérieux qu'on était en droit de demander. Ce qui a pu, selon moi, aussi entraîner ces disparités entre des diagnostiqueurs qui étaient sur le marché. On a l'impression que le métier a pas mal évolué depuis, qu'il s'est concentré aussi, avec beaucoup moins d'indépendants, etc. Comment ça s'est passé depuis 15 ans? Au début, c'est vrai que tout le monde s'est rué un peu là-dessus. On peut pas dire le contraire, c'était un peu perçu comme la nouvelle mine d'or, entre guillemets. Oui, tout à fait. Sauf que c'est vrai que beaucoup sont arrivés un peu là-dedans sans forcément de connaissances dans le bâtiment.
C'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de diagnostiqueur, c'est quand même un métier qui demande au début beaucoup d'investissement en termes de formation, en termes de matériel. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés, comme je dis toujours, un petit peu en mode touriste là-dedans, qui ont d'ailleurs pas fait long feu. Oui, qui n'ont pas fait long oui, feu. c'est des personnes qui n'existent plus aujourd'hui, je pense. Voilà, c'est ça. Bref, il y a beaucoup de sociétés comme ça. Alors moi, je le vois beaucoup. C'est des sociétés qui vont faire 2-3 ans et on les voit beaucoup sur le marché, sur le coup, et elles nous font énormément de mal. C'est parce qu'elles cassent les prix. Parce qu'on a un gros souci dans notre métier aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune réglementation en termes de prix. Et moi, je pense sincèrement que ça reste un souci, même si d'autres pensent le contraire. Parce que chacun, pour un diagnostic, met le prix qu'il veut. Et donc, le problème, c'est qu'on peut passer parfois du simple au double, voire au triple. Et un diagnostiqueur, ça a quand même pas mal de frais à gérer parce que tous les 5 ans, il faut qu'on repasse les certifications. On a une assurance assez onéreuse à payer du fait qu'on puisse faire des diagnostics qui sont attaquables. On a beaucoup de matériel, notamment la machine plomb qu'il faut ressourcer très régulièrement. Ce qui fait qu'on a beaucoup de frais et donc il y a des entreprises qui vont par exemple pas être assurées, qui vont pas être certifiées, qui vont faire ces diagnostics-là et donc forcément qui vont nous casser les prix et qui vont faire du mal aux entreprises sérieuses entre guillemets quoi. Donc ça, on en voyait beaucoup au début, on en voit toujours aujourd'hui mais moins parce que forcément elles ont disparu. Donc après il y a des cabinets qu'on grossit, qu'on retrouve maintenant à l'échelle nationale avec beaucoup de franchises et maintenant qui ont carrément leurs organismes de formation, qui ont vraiment leur laboratoire, qui ont vraiment le package complet du diagnostiqueur, donc des très grosses entreprises. Et puis à l'inverse, aujourd'hui, on voit des personnes qui restent toutes seules, qui sont en format entreprise individuelle, micro-entreprise. On en a quand même encore. Oui. En fait, aujourd'hui, on n'a plus trop l'intermédiaire. Ah oui. C'est-à-dire qu'on va trouver soit des grosses entreprises qui ont déjà au minimum entre 6 et 10 salariés. Et après, on va retrouver des toutes petites entreprises où les diagnostiqueurs sont tout seuls, quoi. Voilà, on n'a plus trop le juste milieu. Mais bon, pour l'instant, ça fonctionne bien comme ça. Et puis bon, après il y a le confinement qui a revu aussi un petit peu toute cette organisation-là, mais je pense que qu'il y ait des gros et des tout petits, je pense que ce fonctionnement-là est pas si mal parce que ça fait que personne se marche trop dessus et il reste un petit peu de place pour tout le monde. Donc oui, pour moi ça marche pas mal comme ça, ouais. Très bien. Donc oui, effectivement, vous confirmez qu'on a quand même eu une évolution du métier, qui finalement est un métier très neuf, parce qu'une quinzaine d'années, c'est pas grand-chose. Après, il faudrait juste enlever les quelques entreprises aujourd'hui où les personnes ne sont pas certifiées, les personnes ne sont pas assurées. C'est ce que je dis, c'est comme, en fait, c'est un contrôle normalement que les donneurs d'ordre devraient faire au moment de commander un diagnostiqueur, comme on fait par exemple aujourd'hui avec un artisan en vérifiant qu'il ait une décennale, qu'il ait les certifications demandées, ça, c'est des réflexes qu'on commence à prendre au niveau des artisans et il faudrait que ce réflexe soit pris aussi au niveau des diagnostiqueurs, quoi. Alors, qui devrait contrôler ça ? La personne qui téléphone au diagnostiqueur, le propriétaire ou l'agent. Après, les agents immobiliers les connaissent le plus souvent, les diagnostiqueurs avec qui ils travaillent, donc le plus souvent... je veux dire, c'est des personnes sérieuses. Ouais. Mais le plus souvent, les particuliers qui comparent sur Internet le moins cher, ils ont pas... C'est vrai que c'est un métier qui est encore tellement peu connu qu'ils n'ont pas ces réflexes-là. Il faudrait qu'ils les prennent parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de repasser derrière des diagnostiqueurs parce qu'arrivé devant le notaire, le notaire s'est rendu compte que le diagnostiqueur n'était pas certifié ou était plus assuré et n'a pas voulu des rapports. Mmh. Ce qui fait que les propriétaires ont payé 2 fois les diagnostics. D'accord. Et vous croyez pas que quelque part le vendeur s'en fiche un peu, que le diagnostiqueur soit certifié ou pas, et qu'en fait il va au prix le plus faible et que c'est la seule chose c'est le seul critère qu'il a en ligne de mire? Alors, sur le coup, oui, je pense. Oui, sur le coup. Sauf que le problème, c'est qu'une fois quand il se retrouve chez le notaire en se rendant compte que les rapports qu'il a payés sont pas valables,
Et ben, je pense qu'en prenant un peu de recul, il aurait peut-être pris celui à 10 € plus cher, mais qui aurait fait qu'il n'aurait pas repayé 2 fois, quoi. Ouais, mais ça, il le sait pas au moment où il fait son choix, quoi. Voilà, C'est ça. C'est un peu le problème. C'est un peu la bagarre aujourd'hui dans notre métier, parce que le prix fait beaucoup de choses, et au final, quand on essaye de faire de la qualité ou quoi que ce soit, c'est vrai que les gens ont pas trop d'intérêt, quoi. Ouais. Mais bon, on est en train d'essayer de changer ça. Bien. On essaye. Bon, écoutez, Fanny, ça sera notre mot de conclusion. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir merci accepté. À vous. Et puis, à très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn. Éric Nicolier, tout attaché. Et puis vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Immo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.